C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette cérémonie officielle d'installation du comité technique chargé de la relecture des textes et de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 de la Commission nationale des droits humains. Cette démarche fait suite aux difficultés apparues lors du renouvellement des membres de la Commission et aux insuffisances observées dans la gestion administrative et technique de l'institution, singulièrement dans la mise en œuvre des procédures de traitement des instances, notamment le courrier et les plaintes, ainsi que dans les procédures mises en œuvre pour la réalisation des activités planifiées. En réalité, d'autres difficultés ont même vu le jour à travers la compréhension que les uns et les autres ont, notamment les membres de l'institution, des rapports professionnels devant exister entre commissaires d'autre part et entre ceux-ci et le personnel de la commission d'autre part. Qu'il s'agisse des textes ou des activités à réaliser, les problèmes mis en exergue sont essentiellement liés à l'application des textes et à la maîtrise des tâches et des actions à conduire à court, moyen et long terme. Ainsi, vous l'aurez compris, cet exercice a pour but de compléter et harmoniser les textes, aussi bien législatifs que réglementaires, régissant la Commission nationale des droits humains et prévoir des outils d'organisation et de méthode permettant de parvenir à la maîtrise sans embâche de la conduite de toutes les actions programmées. Le souci est de parvenir, dans un premier temps, à des textes adaptés aisément applicables, donc cohérents les uns avec les autres, exempts de vides juridiques, de difficultés d'interprétation et sur un second temps, de parvenir à une meilleure optimisation des ressources dans toutes les perspectives envisagées dans l'atteinte des objectifs assignés à l'institution. Cette démarche s'inscrit également dans la construction d'une nouvelle vision stratégique cohérente et partagée, c'est-à-dire une vision à travers laquelle toutes les ressources humaines et matérielles de l'institution partagent la même représentation du futur et sont utilisées dans un cadre d'intervention bien déterminé, tendant à conduire les actions coordonnées à travers une planification bien établie à court, moyen et long terme. Cette vision stratégique, nous la voulons spécifique, précise, concise et mesurable, avec des indicateurs de performance réalistes et projetés dans le temps. Par ailleurs, nous la voulons bien élaborée avec soin et rigueur, inclusive et parfaitement partagée par des acteurs réellement engagés et motivés. Cette vision cohérente reste une nécessité pour toute structure qui veut atteindre ses objectifs, et pour parvenir, il nous faudra bien sûr dégager les orientations dans une vision prospective claire du chemin à parcourir pour engranger des résultats probants. En effet, comme le disait Aristote Poster, et je cite, « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante, conforme aux principes de Paris. Elle est une émanation de la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 44, et de la loi organique 2012-44 du 24 août 2012, modifiée et complétée par la loi 2020-02 du 6 mai 2020, déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. En tant qu'institution constitutionnelle, la Commission nationale des droits humains se doit d'être dotée de textes clairs qui détaillent les rapports verticaux et horizontaux de ses membres dans son fonctionnement, les procédures administratives et techniques cohérentes de saisine et de traitement des dossiers dont elle est saisie.
en tant qu'institution nationale des droits humains, les exigences des principes de Paris lui imposent d'avoir un bon fonctionnement en se dotant d'un plan d'action détaillant parfaitement son programme, les différentes prévisions, les tâches à accomplir en vue d'atteindre ses objectifs dans un cadre pluridisciplinaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, les règles de fonctionnement découlant de ces principes de Paris visent notamment à renforcer ses compétences et attributions dans le sens de son ouverture envers tous les acteurs œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains. Préciser et renforcer son indépendance par rapport à toute ingérence extérieure. Renforcer l'autonomie de gestion administrative et financière que lui confèrent les textes en vigueur. Promouvoir l'harmonisation des textes nationaux et des pratiques en cours aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tout en veillant à leur mise en œuvre effective, et cela en toute indépendance. Intégrer dans les actions de la Commission les programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits humains, avec leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et même professionnels. Donc, l'adoption des textes clairs, dynamiques et d'une démarche rigoureuse dans la conduite des activités permettra, j'en suis sûr, de renforcer et sauvegarder l'indépendance et la crédibilité de l'institution. Des pistes de réforme peuvent être explorées dans le sens de l'élargissement du mandat de la Commission à l'examen des questions relevant du droit international humanitaire. Aussi, sans préjudice des attributions du médiateur de la République, il y a lieu d'examiner la possibilité pour la Commission de servir d'interface à des parties en conflit qui sollicitent son entremise dans la recherche de solutions amiables à leurs différends. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présente cérémonie vise à l'installation officielle du comité technique chargé de la relecture des textes et de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 de la Commission nationale des droits humains. Ce comité est scindé en deux sous-comités, dont l'un est chargé de la relecture des textes et l'autre de l'élaboration du plan d'action 2022-2023. S'agissant du premier sous-comité, il procédera à la relecture des textes en vue de leur toilettage. En termes clairs, extirper toutes les incongruités, les imprécisions, les contradictions relevées, combler les vides juridiques, clarifier et dégager parfaitement les procédures instituées par la loi et les règlements pour harmoniser les uns aux autres, c'est-à-dire conformer les règlements à la loi organique et son texte modificatif, et ces derniers les conformer à la Constitution. Il procédera aussi à la rédaction des avant-projets de textes législatifs et réglementaires et de leur avant-projet des motifs avec les rapports de présentation. En effet, après 10 ans de mise en œuvre, la loi 2012/44 du 24 août 2012 nécessite un toilettage car il est apparu des insuffisances, comme on l'a dit tantôt, des imprécisions, des omissions, des zones d'ombre et même des contradictions nécessitant sa réforme profonde, ainsi que les textes subséquents, dans une harmonie indispensable à une meilleure administration de l'institution. Concrètement, il convient de régler toutes les difficultés apparues lors du renouvellement des membres de la Commission, notamment le déclenchement du processus de ce renouvellement au moment indiqué par la loi, la centralisation et la conduite du processus, les modalités de prestation de serment des membres, les modalités d'installation des membres et l'élection des membres du bureau, la question de la composition du bureau fixée à 4, alors qu'un nombre impair serait mieux indiqué. À cet effet, la création d'un poste de trésorier général au sein du bureau est de nature à équilibrer cette structure. Dans la même veine, il convient d'examiner la question de la durée du mandat fixé à 4 ans, la position administrative des membres concernant notamment ceux issus du privé. Prévoir
qu'un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de la justice fixera la composition du bureau élu de la commission dès réception du procès verbal d'élection à lui transmis à la diligence du secrétaire général. D'examiner la question du droit au passeport diplomatique des commissaires, du secrétaire général, du directeur de cabinet et autres conseillers. D'expliciter l'incompatibilité prévue à l'article 13 qui n'exclut que la profession de l'enseignement. De préciser les modalités de nomination du secrétaire général et du secrétaire général adjoint qui intervient sur la proposition du président de la commission après consultation des membres du bureau exécutif et les aligner en termes de rang et avantages à leurs homologues des ministères, de même que les directeurs centraux et régionaux à aligner à leurs homologues des ministères. De revoir la question du recrutement d'un comptable qui se relève dans les faits et dans la pratique sans objet. D'examiner les dispositions légales en vigueur qui prévoient des sous-commissions au sein de l'institution au lieu de groupes de travail et discuter de l'opportunité même de la création éventuelle de départements. Prévoir qu'après la présentation des rapports annuels à l'Assemblée nationale, ceux-ci soient officiellement remis au président de la République et au Premier ministre pour une prise en compte de la détermination des politiques publiques. Prévoir les modalités de présentation des 10 rapports à l'Assemblée nationale, tout en maintenant la réunion des commissaires dont il faut revoir la cadence pour discuter du fonctionnement de l'institution. Il y a lieu de prévoir des sessions périodiques, ordinaires comme extraordinaires, au cours desquelles la commission videra sa saisine. Créer un mécanisme de prompte réactivité de la commission en cas d'extrême urgence. D'extirper de la loi tous les termes relatifs à la présomption de culpabilité en remplaçant partout l'expression présumée auteur par mis en cause. Préciser les modalités de convocation et de réquisition de la force publique dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs reconnus par la loi à la commission. Revoir le traitement des plaintes dans le sens de prévoir qu'en cas de réception d'une plainte, le président de la commission saisit préalablement la sous-commission ou les départements compétents en charge de la question pour un examen et un rapport sur la forme, notamment examiner la compétence et la recevabilité dans un délai précis, avant que la question ou le sujet ne soit porté à l'examen de la plénière qui décidera de la suite à donner dans un délai à préciser. Reformuler l'article 36 pour préciser que la commission examine d'abord sa compétence et s'assure de la recevabilité des saisines avant leur examen au fond. Prévoir la traduction en langue officielle, puisqu'il est prévu que les parties prenantes puissent s'exprimer dans leur langue. Préciser davantage les modalités de l'autonomie financière dont est censée doter la commission. Supprimer les dispositions transitoires devenues sans objet en prévoyant un mécanisme formel d'installation de la commission, tout en précisant les modalités de passation des charges entre les commissaires entrants et les sortants. En outre, prévoir dans la loi que ces modalités d'application seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Régler la question des congés administratifs et des permissions d'absence des commissaires et du personnel technique et administratif sans préjudice des dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique. Prévoir formellement un service de santé et un service de sécurité de la commission. Aussi, concernant les services déconcentrés de la commission, à la place des antennes régionales et autres points focaux, il nous paraît mieux indiqué de prévoir plutôt des directions régionales des droits humains avec des services départementaux et communaux des droits humains. Cela va nécessiter une réflexion devant déboucher sur l'élaboration d'un organigramme tant au niveau central que déconcentré. Pour ce faire, un audit organisationnel de la commission permettra de mieux prendre en compte cette préoccupation dans la gestion administrative de l'institution. Aussi, il paraît nécessaire de prévoir la conception des manuels de procédure destinés à régir l'exécution des tâches aussi bien à l'administration centrale qu'au niveau déconcentré. Il s'agit d'édicter des règles formelles en vue d'asseoir une gestion administrative, technique et financière de la commission fondée sur le strict respect du caractère sacré des deniers et biens publics. En effet,
Le devoir de redevabilité nous impose de nous conformer en toute connaissance de cause aux règles d'éthique, de déontologie et de transparence dans tous nos actes de gestion qui engagent naturellement nos responsabilités personnelles. En revisitant les textes, il y a lieu de rendre cette institution plus attrayante avec des traitements des membres et des agents plus convenables. Pour plus d'efficacité de ces actions et pour avoir les meilleurs résultats, il importe de déterminer et soigner davantage le profil des principaux animateurs de la commission, appuyés d'un personnel administratif et technique bien qualifié. Quant au sous-comité chargé de l'élaboration du plan d'action 2022-2023, il aura pour tâche 1. L'examen du plan stratégique 2019-2023 en vue de l'harmoniser avec les visions et les objectifs de la commission à l'horizon 2023. 2. L'examen des résultats de l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique et faire des propositions pour les améliorations et un suivi adéquat. 3. L'harmonisation des activités et la proposition d'un plan d'action au titre de l'année 2022-2023. À ce sujet, il convient de noter que le plan d'action est d'abord et avant tout une prévision des activités à mener dans une période donnée. Ainsi, le travail de ce comité consistera bien entendu à élaborer un plan stratégique en matière de développement institutionnel, organisationnel et fonctionnel, décrivant de manière précise les résultats attendus et même la façon de les atteindre. Identifier et programmer les changements à opérer, c'est-à-dire apporter les modifications que la vision portera aux pratiques collectives, aux routines, aux mauvaises habitudes et aux méthodes de travail inefficaces jusque-là hésitées dans la maison. Identifier les moyens permettant d'atteindre une efficacité et une efficience organisationnelle. Enfin, adopter les meilleures méthodes de mise en œuvre de gestion des risques, de suivi et d'évaluation du plan et de gestion des ressources. Intérioriser tous les principes de gestion axés sur les résultats GAR. Identifier avec précision les tâches préparatoires en cours et en fin de mise en œuvre. Éviter le remplissage, les consultations et les participations indues. Identifier les outils de collecte et d'exploitation des données, les mécanismes de suivi et d'évaluation. En tout cas, il faudra à l'avenir éviter des situations comme celle qui consiste à attribuer des tâches de certains responsables à d'autres, créant ainsi des démotivations, des frustrations et des déséquilibres incompatibles avec la sérénité devant caractériser les relations conviviales de travail au sein de l'institution. À titre illustratif, on peut citer l'exemple de la direction des études de la programmation qui déplore régulièrement ne pas être impliquée dans la planification, la mise en œuvre des activités des projets et des directions, le non-respect de la planification opérationnelle par tous les responsables des activités, de l'attribution de ces prérogatives donc à d'autres, de la production et de la communication des rapports périodiques à son insu ou de leur transmission à des partenaires sans passer par le canal officiel. Pourtant, cette direction, comme son nom l'indique, devrait être au centre des études, des prévisions et de la planification, des statistiques, du suivi et de l'évaluation des résultats, de l'organisation et des méthodes. Concevoir les canevas ou formats des rapports par type d'activité pour avoir des modèles identiques d'exploitation des résultats. Concevoir un protocole de méthode pour la mise en œuvre des activités, de suivi des recommandations formulées à l'endroit des organes et autorités compétentes. Pour bien accomplir une mission, il faut la préparer à temps, la mener dans de bonnes conditions avec des prévisions rationnelles et de bonnes pratiques, en exécutant les tâches à accomplir dans un ordre bien établi pour des résultats bien précis, dont l'atteinte sera attestée par des documents, notamment des rapports d'activité, des rapports de synthèse ou d'analyse scientifiquement élaborés. En résumé, les résultats attendus à travers une méthode bien appliquée et toujours traduits dans un langage soutenu et non par des documents qui s'apparentent à des plates narrations, des simples dissertations ou à des récits de vigilature, encore que même cela est souvent présenté dans un langage difficilement compréhensible. En somme, le sous-comité chargé de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 doit innover en fournissant un travail de réflexion, de conception permettant de présenter des méthodes claires
dans une organisation rationnelle du travail. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres du comité, il ne faudrait pas perdre de vue que ce travail est d'une grande utilité pour la Commission nationale des droits humains. À ce titre, aussi bien le sous-comité 1 que le sous-comité 2 peuvent chacun, en ce qui le concerne, recourir à toute expertise qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission. En effet, pour la relecture des textes, la participation des spécialistes en légistique sera d'un apport certain, et pour l'élaboration du plan d'action, un planificateur expérimenté peut être d'une grande utilité. Comme vous le savez, la tâche qui vous attend est très ardue, mais je ne doute point, au vu des aptitudes des uns et des autres, et qui sont les vôtres, qu'elle restera entièrement à votre portée. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler sans désemparer, en mettant en synergie toutes vos intelligences dans l'intérêt général, tout en restant guidé par la vision ci-dessus décrite et dans le respect des orientations données. C'est à ce prix, et c'est à ce prix seulement que nous pouvons maintenir la Commission au statut A, qui la place au premier rang des institutions nationales des droits humains. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, votre présence aujourd'hui à nos côtés témoigne à juste titre de votre volonté d'accompagner notre pays en général et la CNDH en particulier dans tout ce qui est entrepris pour la promotion et la protection des droits humains. Soyez-en remerciés pour toutes vos actions de solidarité en faveur de la noble et universelle cause des droits de l'homme. Quant aux structures de la société civile qui œuvrent inlassablement et quotidiennement pour la promotion de l'état de droit, de la démocratie et des droits humains, je salue aussi votre présence remarquable à cette cérémonie qui prouve votre engagement à ne ménager aucun effort pour contribuer à asseoir dans notre pays une culture des droits et devoirs de la personne humaine. La Commission nationale des droits humains, par ma voix, vous assure de sa disponibilité à travailler ensemble avec vous pour faire progresser dans notre pays les valeurs démocratiques et républicaines dans le sens de répondre aux nobles aspirations du peuple nigérien à la paix, à la sécurité et à la stabilité pour l'avènement des Niger radieux et prospères. Sur ce, je déclare officiellement installé le comité technique chargé de la relecture des textes et de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 de la Commission nationale des droits humains, et je vous remercie de votre très aimable attention.